Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dev Café, et comme chaque jour, ma mission c'est de vous résumer l'actualité du dev mobile et parfois même un tout petit peu plus en une dizaine de minutes. Et une nouvelle fois, challenge accepté. Mais bon, ne démarrez pas encore les chronos car juste avant de commencer, on fait un petit détour par Embonplan qui je pense pourrait vous intéresser. Alors il s'agit de l'hébergeur américain Porkbun qui propose pendant un nom de domaine en .app ou en .dev gratuitement. Alors de mon côté j'ai testé et il vous demande juste votre carte sans faire de prélèvement dessus. Par contre, faites bien attention à désactiver le renouvellement automatique car il est activé par défaut. Ensuite, j'ai vite fait regarder les tarifs et une fois l'année passée, c'est à peu près dans les normes, alors autant en profiter de ce .dev ou de ce .app gratuitement. Allez, maintenant vous pouvez bien rallumer vos chronos car retour à Dev Café pour le programme du jour et on va parler ensemble d'Apple et notamment des applications qui ont mystérieusement disparu du Mac App Store français ou encore de l'API Twitter qui est payante et qui est encore retardée. Allez, on est parti pour ce programme du 136e numéro de Dev Café. Pour commencer, initialement, je voulais glisser cette info dans la partie en bref, mais ça a finalement un peu plus d'importance que prévu, car lundi soir, Apple a sorti une nouvelle version mineure pour tous ses systèmes d'exploitation, et notamment iOS où c'est la version 16.3.1. Elle est censée améliorer la détection des accidents de voiture, car je vous avais déjà expliqué qu'un grand nombre de faux positifs étaient envoyés, que ce soit dans les manèges des parcs d'attractions ou encore dans les stations de ski. Mais surtout sur l'ensemble des systèmes, donc iOS, macOS, etc., plusieurs failles ont été corrigées, dont notamment une qui est actuellement exploitée. Du coup, le mot d'ordre, c'est donc de faire ces mises à jour au plus vite. Sauf que rien n'est aussi simple sur iOS, car il semblerait qu'il y ait un bug qui touche en particulier l'application Google Photos, qui ne marche plus, voire même qui ne se lance plus du tout. Et là, c'est la question à 100 000 €, faut-il privilégier votre sécurité ou l'accès à votre Google Photos? C'est à vous de voir. Et à être chez Apple, on va s'interroger sur une question bien franco-française, car des applications et jeux publiés sur le Mac App Store français, soit n'y sont pas du tout comme DaVinci Resolve, qui fait du montage de vidéos, soit ont été retirés comme la mise à jour du jeu Resident Evil, alors qu'initialement il était bien sorti. Et finalement, MacG qui avait découvert l'info semble avoir trouvé l'origine du problème, car ni Apple ni les éditeurs que je vous ai cités n'ont voulu donner des explications. Mais quand même, Blackmagic qui édite DaVinci Resolve nous donne une petite piste, à savoir une loi liée au chiffrement des données. Et autant vous dire qu'elle ne date pas d'hier, puisque cette loi c'est la LCEN pour la loi sur la confiance dans l'économie numérique, et elle avait été votée lorsque Jacques Chirac était encore président, c'est-à-dire en 2004. Et dans cette fameuse loi, il est expliqué que les développeurs qui importent ou fournissent des moyens de cryptologie en France doivent les déclarer auprès de l'ANSSI, c'est-à-dire l'agence spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Mais finalement, vous allez me dire quel est le lien entre 2004 et 2023. Et bien depuis quelques mois, a priori en novembre, sur l'App Store Connect, Apple a modifié l'étape sur la conformité pour l'exportation pour demander à tous les développeurs de fournir l'attestation de l'ANSSI. Alors qu'auparavant, il y avait une coche qui indiquait que les algorithmes standards étaient utilisés, ce qui évitait cette déclaration. Il faut donc désormais aller sur le site de l'ANSSI pour remplir ce formulaire qui par ailleurs n'est disponible qu'en français. Et vous noterez d'ailleurs que toutes les applications et jeux que je vous ai cités, ils ne sont justement pas faits par des Français, ce qui pourrait donc expliquer la situation. Alors pour le moment, ni l'ANSSI ni Apple ne souhaitent s'exprimer sur le sujet, mais c'est potentiellement un sujet bien plus brûlant qui risque de s'ouvrir, car on n'évoque ici que le Mac App Store, mais l'App Store pourrait aussi être impacté, tout comme le Google Play, voire même toutes les boutiques d'applications en général. Bref, j'essaie de faire bien attention sur ce sujet, car ça pourrait vraiment nous poser des problèmes dans les mois à venir. Bon ensuite, je vous préviens, les sujets vont quand même être beaucoup moins complexes, et d'ailleurs on va rigoler un tout petit peu avec une nouvelle fois l'API de Twitter. Car si vous avez raté les épisodes précédents, elle a dans un premier temps été interdite définitivement aux clients tiers. Puis elle nous a dit qu'elle allait devenir payante pour 100 $ par mois. Puis finalement peut-être pas à tout le monde. Puis que c'était mis en place jeudi dernier. Puis enfin non, lundi de cette semaine. Et bref, comme d'habitude, c'est un gros bordel, et bien le dernier rebondissement en date, c'est qu'il n'y a désormais plus aucune date de mise en application. Alors dans le tweet que je vous montre, il est question d'un retard de quelques jours, et si vous voulez une preuve que ça a été décidé au coin d'une table, je vois pas comment on pourrait le dire autrement. Et allez quand même, ce tweet c'est une vraie pépite, parce que je vais quand même vous traduire la toute première phrase. Les changements à venir sur l'API de Twitter ont suscité un immense enthousiasme. Et ben moi j'étais pas vraiment au courant, et vous non plus j'imagine. Bon allez, après cette énième muscurie, on fait le petit détour par les actus en bref, avec pas mal d'infos autour de l'IA aujourd'hui.
Et allez, on recommence avec les licenciements, et cette fois-ci, c'est chez Twilio, spécialiste des communications audio et vidéo dans le cloud, qui vient d'annoncer réduire ses effectifs de 17%, soit environ 1500 personnes. Mais refermons vite cette page des mauvaises nouvelles pour s'intéresser aux IA de type ChatGPT qui font les choux gras de Samsung ou encore SK Hynix. En effet, elles nécessitent de la RAM à haute bande passante que l'on appelle notamment HBM, et les deux fabricants coréens en fournissent l'essentiel aujourd'hui. Côté Microsoft, l'engouement autour de l'arrivée de ChatGPT semble être plus que perceptible avec plusieurs millions de candidatures. Sachant que l'intégration sur Edge commence à se déployer peu à peu auprès de rares utilisateurs sélectionnés. Pour ce qui est de la déclinaison mobile, l'entreprise a déclaré que l'expérience n'était pas encore prête car en cours de réalisation, mais devrait arriver bientôt. Mais à l'heure où Google s'est pris une belle rouste avec les mauvais résultats de Bard, on découvre que Microsoft a fait le même type d'erreur dans sa présentation mardi dernier. Par exemple, lors de la suggestion d'un séjour à Mexico, les différents lieux proposés n'ont soit pas d'avis sur TripAdvisor, soit ne semblent pas se démarquer. Par ailleurs, d'autres erreurs sont à noter dans le comparateur sur des aspirateurs ou encore le résumé d'une page. Et enfin, retournons sur le mobile où SelfishOS est une déclinaison d'Android conçue en Europe et misant sur la vie privée. Une nouvelle version est disponible sous le numéro 4.5 mais s'appuie sur le vieillissant Android 11. Sa particularité est d'être disponible sur un nombre limité de téléphones, essentiellement des Sony, mais surtout d'être payant, fait plutôt rare. Allez, on reprend avec deux sujets juridiques, mais rapides comme d'habitude. Tout d'abord en Inde, Google s'est fait condamner le mois dernier par l'autorité de la concurrence, et parmi les nombreux changements demandés, le sideloading doit certes être autorisé, mais surtout le Google Play doit pouvoir héberger les installateurs des boutiques d'applications tierces. Bon, je connais pas précisément le nom des boutiques en Inde, mais c'est un peu comme si on avait chez nous l'Amazon App Store qui soit installable directement par l'intermédiaire du Google Play. Et à ce titre, Epic Games a déposé en début de semaine une requête auprès du tribunal de New Delhi pour dire que Google n'en faisait qu'à sa tête pour le moment, comme quoi les 161 millions de dollars d'amende, il ne semble pas être suffisant. Et avant d'attaquer sur le deuxième sujet juridique, un petit détour à nouveau par Android 14, car ça fait justement écho aux boutiques d'appli. Alors je vais pas vous raconter ma vie passionnante, mais je me suis baladé dans la doc du package installer et j'ai découvert deux nouvelles classes. L'une appelée l'Install Constraint et l'autre le Pre-Approval Details. Et avant d'entrer dans les détails, aujourd'hui quelque chose d'embêtant sur Android, ça intervient quand il y a une mise à jour d'une application et que vous l'utilisez. Par exemple, vous écrivez un mail, et bien paf, l'application elle va se fermer net en pleine utilisation. Et sur iOS c'est un peu mieux car la mécanique est un peu plus intelligente car on vous empêche d'ouvrir l'application pendant ce laps de temps. Et justement, dans les Install Constraints, on pourra indiquer si on veut faire une Gentle Update, c'est-à-dire que la mise à jour ne sera faite qu'une fois que vous aurez quitté l'application. Et je sais pas vous, mais ça fait partie des rares fonctionnalités qui donnent enfin envie de passer à Android 14. Mais je vous avais aussi dit qu'il y avait des Pre-Approval Details, et cette fois-ci les détails sont un peu moins clairs, mais ça consisterait à afficher à l'utilisateur un message en cas de mise à jour. Alors l'exemple, il est un peu plus complexe, car on pourrait imaginer qu'une boutique d'app veuille faire des mises à jour en arrière-plan et de manière automatique. Mais peut-être qu'avec certains critères, il préférerait faire valider l'utilisateur auparavant, auquel cas cette API pourrait être intéressante. Par exemple, un cas d'usage, c'est ne pas faire de mise à jour s'il y a des nouvelles permissions. Comme quoi Google traîne certes des pieds en Inde, mais on voit qu'Android 14 sera clairement la version de la conformation avec les lois internationales. Et pour ce qui est de la deuxième actualité juridique, on reste en Asie, mais direction le Japon où c'est là aussi l'autorité de la concurrence qui nous sort un rapport. Et ils ont l'air d'aimer Word et Paint comme vous pouvez le voir sur ce doc. Mais avant que je vous explique leurs recommandations, il y a quand même des stats intéressantes, à savoir qu'Android et iOS sont quasi à égalité en termes de part de marché, ce qui est presque une anomalie puisqu'on a Android à 53% et iOS à 46% et quelques poussières. Et toujours dans ces notes, sur Android, le Google Play aurait à lui seul une part de marché supérieure à 90%. Ce comité dresse ensuite plusieurs recommandations car pour rappel, rien n'est obligatoire en l'état et je vais uniquement vous citer celles qui sont un peu différentes, à savoir tout d'abord, les développeurs doivent avoir accès aux mêmes API que les applications faites par Apple et Google. Ensuite, les paiements tiers doivent être acceptés et les données des utilisateurs doivent facilement pouvoir basculer d'un système à l'autre. Et enfin, Apple et Google doivent favoriser l'innovation sans entraver la création de nouveaux produits. Et là-dessus, c'est un peu un courrier d'amour que Spotify espérait recevoir depuis bien longtemps, car on sait très bien qu'Apple Music est avantagé. Maintenant, à voir ce que le gouvernement va faire de ces recommandations, car hélas, le Japon s'est complètement fait manger sur cette génération technologique.
Et on termine par 2 frameworks, et le premier est chinois, mais bon, c'était pas très difficile de le remarquer vu les captures d'écran, et il s'appelle NewtUI, et pour l'instant c'est une bibliothèque de composants pour le web, avec notamment du support pour React ou Vue.js. Mais ils indiquent que des développements sont en cours pour React Native et Flutter, par conséquent n'hésitez pas à mettre un petit favori, mais au cas où, je l'ai fait pour vous. Et enfin, on termine avec Turbo Native, dont je vous avoue que j'avais déjà entendu le nom sans vraiment m'intéresser au framework qui a été créé d'ailleurs par Basecamp. Concrètement, il vous permet de créer des applications hybrides, Android et iOS, en permettant de facilement mélanger des écrans natifs avec d'autres utilisant des WebView. Et on va bien être dans l'idée de beaucoup de frameworks web en découpant le projet en deux, avec d'un côté la partie front faite en Kotlin ou en Swift, et de l'autre le backend qui lui est fait à 100% en JS, avec potentiellement des frameworks comme Micronaut selon vos goûts. Et un autre article montre qu'il y a pas mal de nouvelles applications qui l'utilisent sur iOS comme Context Travel, Hey, Basecamp et bien d'autres que je vous invite à aller voir sur cet article. Et si toutefois vous en aviez déjà entendu parler, voire même utilisé, surtout n'hésitez pas à me mettre vos retours dans les commentaires. Allez, quand j'enregistre, j'ai pas le compteur sous les yeux, mais j'imagine qu'on est vers les 10 minutes. Il est donc temps de refermer cet épisode de Dev Café, et en tout cas merci de l'avoir suivi. Et pour rappel, j'ai lancé un formulaire pour que vous me donniez vos retours sur l'émission. J'ai déjà reçu beaucoup de réponses, du coup un énorme merci à vous, ça va me permettre de faire les 2-3 changements, mais vous pouvez quand même continuer à le remplir. Allez, sur ce, je pense bien sûr à ceux qui passent leur examen en ce moment, ou alors ceux qui les préparent, parce que j'avais oublié d'en parler hier. Comme qui dirait, je croise les doigts pour vous, et de mon côté, rendez-vous demain, même heure et même endroit. Allez, à demain, bonne journée.